Quelque chose ne va pas. Vous le savez. Pas besoin de le nommer. Ce silence intérieur qui aurait dû être là et qui n'est plus. Cette capacité à simplement respirer sans que la pensée se précipite vers demain, vers hier, vers tout ce qui pourrait mal tourner, elle a disparu. Et la question qui mérite d'être posée maintenant, au tout début, avant même d'aller plus loin, c'est celle-ci. Pourquoi est-ce que ceux qui font le plus d'efforts pour tenir tombent souvent les premiers? Figeate bien. Cette question n'est pas rhétorique, elle a une réponse. Et cette réponse va changer quelque chose dans la façon dont vous traversez vos journées si vous restez jusqu'au bout. Mais d'abord, laissez entrer cette image. Une femme de 60 ans, appelons-la Claire, elle est assise à table avec sa fille. Un dimanche midi, il y a de la lumière dans la cuisine, il y a de la soupe qui chauffe. Sa fille lui parle d'un projet, d'une joie, de quelque chose qui compte, et Claire hoche la tête. Elle sourit même. Mais à l'intérieur, elle n'est pas là. Elle est quelque part entre la conversation qu'elle a eue la veille avec son médecin, les résultats qu'elle attend, la facture qu'elle n'a pas encore réglée, et cette vague sourde d'inquiétude qui ne la quitte plus. Depuis des mois, sa fille parle, et Claire, physiquement présente, est mentalement à des milliers de kilomètres. Elle ne le fait pas exprès. Elle ne peut pas faire autrement. C'est devenu son état normal. Voilà ce que l'anxiété fait, vraiment, quand on la laisse s'installer sans lui répondre. Si vous vous reconnaissez dans cette image, même partiellement, même juste un peu, alors ce qui va suivre est fait pour vous. Pas pour vous effrayer davantage, mais pour vous donner enfin quelque chose de concret, quelque chose qui fonctionne, quelque chose que la psychiatrie et la pratique du soin ont affiné pendant des décennies au contact de vraies personnes qui souffraient exactement comme vous souffrez peut-être en ce moment. Et si quelque chose dans cette description vous touche, si vous vous dites oui, c'est un peu moi ça, alors prenez un instant, laissez un mot dans les commentaires, juste un mot. Parce que mettre des mots sur ce qu'on vit, c'est déjà commencer à en sortir. Et si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, c'est le moment de le faire, non pas par obligation, mais parce que les personnes qui reviennent régulièrement ici nous disent que quelque chose change doucement, profondément, dans la façon dont elles habitent leur quotidien. Voilà, c'est dit simplement. Maintenant, revenons à l'essentiel. Bueno, voyons les choses en face. L'anxiété n'arrive pas un matin en frappant à la porte. Elle s'installe progressivement comme une brume, d'abord légère, presque invisible. Une nuit un peu agitée, des pensées qui tournent en boucle avant de s'endormir, un souci qui revient plus souvent qu'il ne devrait. Et puis, sans qu'on sache exactement quand, la brume est devenue un brouillard épais. Et on ne se souvient même plus de comment c'était avant, quand on pouvait juste s'asseoir, regarder par la fenêtre et ne penser à rien de particulier. Est-ce que vous vous souvenez de la dernière fois où vous avez fait ça? Vous asseoir, sans rien faire, sans culpabilité, sans que la liste des choses à faire surgisse immédiatement. Si la réponse est difficile à trouver, c'est un signal, pas un jugement, un signal. Christophe André, psychiatre à l'hôpital Sainte-Anne à Paris, spécialiste des thérapies cognitives et de la pleine conscience, a passé plus de 30 ans à écouter des personnes exactement dans cette situation. Des femmes, des hommes, souvent des personnes qui avaient passé leur vie à s'occuper des autres, à tenir bon, à ne pas se plaindre. Et il observe, encore et encore, ce même paradoxe douloureux. Ceux qui s'efforcent le plus de contrôler leur anxiété sont souvent ceux qui l'alimentent le plus. Parce que le contrôle lui-même, l'effort de ne pas penser à ce qui inquiète, consomme une énergie considérable. Et cette consommation permanente d'énergie mentale finit par épuiser les ressources les plus profondes. Puis, voilà le paradoxe. On lutte contre l'anxiété avec des outils qui renforcent l'anxiété. On tente de ne pas penser à ce qui fait peur et on y pense encore plus. On essaie de se distraire et la pensée revient plus forte dès qu'on s'arrête. On se répète que ça ira mieux demain et demain arrive avec de nouvelles raisons de s'inquiéter. Meusig, c'est le cercle. Et c'est de ce cercle que nous allons sortir ensemble aujourd'hui. Mais avant d'aller vers les solutions, il faut regarder ce qui se passe vraiment.
Pas pour s'y attarder, pas pour souffrir davantage, mais parce qu'on ne peut pas résoudre ce qu'on n'a pas accepté de voir clairement. Imaginez pour un momento que votre cerveau est une radio allumée en permanence. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Vous ne pouvez pas l'éteindre. Vous pouvez peut-être baisser le volume parfois, lors d'un repas agréable, d'un film qui accroche, d'une promenade dans un endroit que vous aimez. Mais dès que la distraction cesse, la radio reprend. Et ce qu'elle diffuse, ce ne sont pas des nouvelles neutres, ce sont des scénarios catastrophes, des répétitions de conversations difficiles, des projections vers des avenirs qui n'existent pas encore, des retours en arrière vers des moments douloureux. Cette radio, c'est ce que les neurosciences appellent le réseau du mode par défaut. C'est le réseau neuronal qui s'active précisément quand on n'est pas concentré sur une tâche. Et chez les personnes qui souffrent d'anxiété chronique, ce réseau tourne à plein régime. Il ne se met jamais vraiment en veille. Et voilà ce que ça fait concrètement dans une vie. Votre conjoint vous parle, vous êtes là, vous répondez, vous fonctionnez. Mais une partie de votre esprit est ailleurs, en train de ressasser quelque chose, de prévoir quelque chose, de redouter quelque chose. Votre petit enfant vous montre un dessin, vous dites qu'il est beau. Et c'est sincère. Mais la seconde d'après, vous êtes reparti, dans vos pensées, dans vos inquiétudes, dans ce flux permanent qui ne s'arrête jamais. Ce n'est pas de la mauvaise volonté, ce n'est pas de l'indifférence. C'est de l'épuisement neurologique. C'est un cerveau qui a été conditionné par des mois ou des années de stress à rester en état d'alerte permanent. Et la question revient, plus lourde cette fois, pourquoi est-ce que ceux qui font le plus d'efforts pour tenir tombent souvent les premiers? Parce que tenir coûte quelque chose. Tenir sans jamais se poser, sans jamais vraiment s'arrêter, sans jamais laisser le système nerveux se recalibrer, c'est comme conduire une voiture sans jamais mettre de l'huile dans le moteur. Ça fonctionne, jusqu'à ce que ça ne fonctionne plus. Et là, il faut vous dire quelque chose d'important, quelque chose qu'on ne dit pas assez clairement. Si vous continuez sur cette trajectoire, si vous laissez l'anxiété chronique s'installer sans lui opposer autre chose que de la résistance et de la distraction, les conséquences ne se limitent pas à vos propres nuits, agitées ou à vos propres journées pesantes. Elles touchent les personnes que vous aimez, profondément, silencieusement, sans que vous le voyiez forcément. Mira, un enfant, un petit enfant, un conjoint qui vit auprès de quelqu'un de perpétuellement absent, mentalement finit par apprendre quelque chose de très triste. Qu'être avec vous ne signifie pas vraiment être avec vous. Que vous êtes là, physiquement, mais que quelque chose d'essentiel est ailleurs, et cette expérience répétée crée une distance, pas une distance voulue, pas une distance consciente, mais une distance réelle. Un espace qui s'installe entre vous et ceux que vous aimez et qui grandit silencieusement, année après année. Un homme suivi pendant plusieurs mois en consultation a dit ceci à son thérapeute lors d'une séance qui lui avait tout ouvert. J'ai compris que ma femme ne me regardait plus vraiment quand je lui parlais. Et j'ai réalisé que ça faisait des années que je ne la regardais pas non plus. Voilà où mène l'anxiété non traitée, pas seulement vers l'insomnie, pas seulement vers la fatigue, vers l'effacement progressif de ce qui compte le plus. Est-ce que vous sentez cette urgence? Est-ce que vous comprenez que ce n'est pas une question de confort personnel, mais de ce que vous allez laisser derrière vous, dans les yeux de ceux que vous aimez? Parce que la vie ne repasse pas. Les dimanches avec votre fille ne reviennent pas. Les moments où votre petit enfant veut vous montrer quelque chose, où il cherche votre regard, votre présence vraie, ces moments ne se répètent pas indéfiniment. Et si l'anxiété vous vole ces moments, si elle vous maintient dans sa prison de pensée pendant que la vie se déroule devant vous, c'est une perte que rien ne peut compenser. Alors qu'est-ce qui se passe dans le cerveau d'une personne anxieuse? Et pourquoi la simple volonté de s'en sortir ne suffit-elle pas? Le cerveau anxieux a une architecture particulière. L'amygdale, cette petite structure en forme d'amande logée au cœur du système limbique, est hyperactive. Elle détecte des menaces là où il n'y en a pas.
ou elle amplifie des menaces réelles au-delà de leur dangerosité objective. Et chaque fois qu'elle s'active, elle envoie un signal d'alarme au corps. Le cortisol monte. Le rythme cardiaque s'accélère. Les muscles se tendent, le souffle devient plus court. Et le cortex préfrontal, la partie du cerveau qui pense de manière rationnelle, qui relativise, qui prend du recul, cette partie-là se retrouve comme court-circuitée. Elle est moins efficace quand l'amygdale crie. C'est pour ça que se dire simplement « arrête de t'inquiéter » ne fonctionne pas. C'est pour ça que la volonté seule ne suffit pas. Ce n'est pas une question de caractère ou de faiblesse, c'est une question de biologie. Et c'est pour ça aussi que les techniques que nous allons voir ne sont pas des recettes de bien-être superficielles. Ce sont des interventions qui agissent directement sur ces mécanismes neurologiques. Des pratiques qui ont été étudiées, mesurées, validées, des outils qui fonctionnent, pas parce qu'on y croit, mais parce qu'ils correspondent à la façon dont le cerveau est construit. Voilà, il est temps d'aller vers les outils, vers ce qui change vraiment les choses. Mais avant, une dernière chose sur ce qui se passe quand l'anxiété devient chronique, parce que c'est important de mesurer l'enjeu. Parce que ce n'est pas seulement le présent qui est en jeu. Des études longitudinales menées sur des dizaines d'années montrent que l'anxiété chronique non traitée augmente de façon significative le risque de développer une dépression sévère. Pas une tristesse passagère. Une dépression qui retire le goût de tout, qui efface les couleurs, qui fait que même les personnes qu'on aime le plus semblent lointaines, comme derrière une vitre. Et une fois installée, cette dépression profonde est bien plus difficile à traiter que l'anxiété qui l'a précédée. De plus, l'anxiété chronique a des effets physiologiques réels. Elle élève en permanence les niveaux de cortisol, ce qui affecte le système immunitaire, la qualité du sommeil, la mémoire et même la santé cardiovasculaire. Ce n'est pas une métaphore. Ce sont des données biologiques mesurables. L'OVS, l'anxiété n'est pas seulement dans la tête, elle est dans le corps, dans le cœur, dans les relations. Et si on ne lui répond pas autrement qu'en serrant les dents, elle finit par prendre tout l'espace. Pourquoi est-ce que ceux qui font le plus d'efforts pour tenir tombent souvent les premiers? Parce que tenir sans se soigner n'est pas une force, c'est une lente usure. Et maintenant, voici ce qui change tout. La première chose que Christophe André enseigne, et c'est peut-être la plus contre-intuitive de toutes, c'est ceci. Vous n'avez pas besoin de vider votre esprit. Vous n'avez pas besoin de faire le silence total. Vous n'avez pas besoin de chasser vos pensées. Ce que vous devez apprendre, c'est à changer votre relation à ces pensées. Et cette distinction est fondamentale. La méditation de pleine conscience, telle qu'elle est pratiquée, est enseignée dans le cadre des thérapies cognitives basées sur la pleine conscience. Ce qu'on appelle la MBCT en anglais ne vous demande pas de ne plus penser. Elle vous invite à observer vos pensées sans vous y identifier. À les voir passer comme des nuages dans le ciel, sans vous accrocher à eux, sans les suivre, sans leur donner le pouvoir de définir ce que vous êtes ou ce que vous ressentez. Imaginate pour un momento que vous êtes assis au bord d'une route. Les voitures passent, certaines sont bruyantes, certaines sont rapides, certaines vous semblent dangereuses, mais vous êtes sur le bord, pas sur la route. Vous observez, vous ne montez pas dans chaque voiture, vous les laissez passer. C'est ça, la pleine conscience appliquée aux pensées anxieuses. Ne pas monter dans la voiture, laisser passer. Et voici comment commencer, concrètement, dès aujourd'hui. La première pratique s'appelle l'ancrage sensoriel. C'est simple, c'est accessible à tous. Et ça fonctionne parce qu'elle repose sur un mécanisme neurologique précis. Quand vous dirigez délibérément votre attention vers des sensations physiques concrètes, vous activez le cortex sensoriel et cette activation réduit mécaniquement l'activité de l'amygdale. Autrement dit, vous court-circuitez le circuit de l'alarme en l'occupant avec du réel. Voici comment faire. La prochaine fois que vous sentez l'anxiété monter, que les pensées commencent à tourner, que ce nœud dans le ventre ou cette tension dans les épaules s'installe, arrêtez-vous. Pas longtemps.
30 secondes suffisent pour commencer. Et posez-vous 5 questions dans cet ordre. Qu'est-ce que je vois en ce moment, précisément dans ce lieu où je me trouve? Qu'est-ce que j'entends? Qu'est-ce que je sens comme odeur ou comme sensation sur ma peau? Qu'est-ce que je touche, la texture de ce qui est sous mes mains, sous mes pieds? Et qu'est-ce que je goûte, même vaguement? Ce n'est pas de la magie. C'est de la neurologie, en forçant votre cerveau à scanner l'environnement immédiat avec précision, vous le ramenez dans le présent, et dans le présent, il n'y a pas de catastrophe. Il n'y a que ce qui est là, maintenant, réel et concret. Une patiente, après plusieurs semaines de pratique de cet ancrage sensoriel, a confié à son médecin: la première fois que ça a marché, j'étais dans ma cuisine et j'ai regardé mes mains qui tenaient une tasse. Et pendant quelques secondes, j'étais juste là. Juste là, c'était la première fois depuis longtemps que je me sentais quelque part. Voilà ce que ça fait. Pas une transformation spectaculaire. Quelques secondes de présence réelle. Mais ces secondes, répétées, multipliées, cultivées, deviennent des minutes. Et ces minutes deviennent une façon d'être. Bueno, passons à la deuxième pratique. Celle-ci vient directement des thérapies cognitives. Elle s'appelle le questionnement socratique, ou plus simplement la vérification de la pensée. Voici comment ça marche. L'anxiété se nourrit de pensées automatiques négatives, des pensées qui surgissent sans invitation, qui semblent absolument vraies et qui sont souvent des distorsions de la réalité. Des choses comme « je sais que ça va mal se passer »,« ça ne peut que s'aggraver »,« je ne suis plus capable »,« personne ne comprend ce que je vis ». Ces pensées ont un point commun. Elles sont présentées par votre cerveau comme des faits, mais ce ne sont pas des faits. Ce sont des interprétations et les interprétations peuvent être examinées. Alors, la prochaine fois qu'une pensée anxieuse s'impose à vous, essayez de lui poser ces questions, une par une, doucement, sans vous battre contre elle. Quelle est la preuve concrète que cette pensée est vraie? Est-ce que j'ai des preuves que ce que je crains s'est déjà produit exactement comme je l'imagine? Est-ce que je confonds une possibilité avec une certitude? Et si ce que je crains arrivait vraiment, est-ce que je serais vraiment incapable d'y faire face? Ou est-ce que j'ai déjà traversé des choses difficiles et que je m'en suis sorti? Cette dernière question est particulièrement puissante pour les personnes qui ont traversé beaucoup d'épreuves dans leur vie. Et à 60 ans, à 65 ans, la plupart des personnes ont traversé des choses. Des deuils, des maladies, des ruptures, des moments où tout semblait impossible. Et elles sont là, elles ont continué. Elles ont trouvé des ressources qu'elles ne savaient pas avoir. Meusig, le cerveau anxieux oublie systématiquement cette résilience. Il efface les preuves de votre capacité à surmonter. Et l'une des tâches les plus importantes de la thérapie cognitive est précisément de rappeler à ce cerveau qu'il a tort que vous avez des ressources, que vous avez une histoire de survie et que cette histoire compte. Il y a quelque chose d'important à comprendre ici et qui est au cœur de la pensée de Christophe André. L'anxiété n'est pas votre ennemi. C'est une partie de vous qui a peur. Et une partie de vous qui a peur mérite de la compassion, pas de la répression. Quand vous vous battez contre votre anxiété, quand vous lui dites « tais-toi, arrête, tu es ridicule », vous ne faites qu'amplifier la souffrance, parce que cette partie de vous qui a peur ne disparaît pas sous la répression. Elle crie plus fort. Ce que propose la pleine conscience, et c'est là toute sa profondeur, c'est une autre relation. Pas la guerre, pas la capitulation non plus. Quelque chose de plus subtil et de plus courageux. La reconnaissance, voire l'anxiété. L'accueillir, lui dire « je t'entends, tu as peur ». C'est réel, et en même temps tu n'es pas toute la réalité. C'est paradoxal, oui. Accueillir ce qu'on veut fuir. Mais c'est précisément ce paradoxe qui libère. Une femme qui avait souffert d'anxiété sévère pendant plus de 15 ans a décrit ce moment de bascule à son thérapeute. J'ai arrêté de me battre contre elle. Et ce jour-là, j'ai compris qu'elle n'était pas moi. Voilà, elle n'était pas elle. L'anxiété est quelque chose que vous ressentez. Ce n'est pas ce que vous êtes. Et maintenant,
parlons de quelque chose que peu de gens abordent vraiment, le lien entre la respiration et le système nerveux. Il y a une voie d'accès direct au système nerveux autonome, cette partie du système nerveux qui gère automatiquement le stress, le calme, les battements du cœur, la digestion. Et cette voie d'accès, c'est la respiration. C'est la seule fonction automatique du corps sur laquelle nous pouvons exercer un contrôle conscient. Et les neurosciences ont montré que ce contrôle peut modifier en quelques minutes l'état du système nerveux. Voici la technique la plus simple et la plus validée scientifiquement. Elle s'appelle la respiration cohérente. Elle consiste à inspirer pendant 5 secondes, puis à expirer pendant 5 secondes, de façon régulière et continue pendant 5 à 10 minutes. Cette fréquence de 6 cycles respiratoires par minute correspond à la fréquence de résonance du système cardiovasculaire. Elle active le nerf vague, qui est le grand régulateur parasympathique, celui qui dit au corps « tu peux te calmer, tu es en sécurité ». Ce n'est pas une croyance. Ce sont des données mesurables sur la variabilité de la fréquence cardiaque, sur le cortisol, sur l'activité cérébrale. MIRA, 5 secondes pour inspirer, 5 secondes pour expirer, répété pendant 10 minutes. C'est tout. Mais cette simplicité est trompeuse, parce que pratiquée régulièrement, chaque jour, cette respiration recalibre le système nerveux. Elle apprend au corps ce que les années de stress lui ont fait oublier, que le calme est possible, que l'alarme peut s'éteindre. Vous pouvez le faire le matin avant de vous lever. Vous pouvez le faire le soir avant de vous endormir. Vous pouvez le faire dans votre fauteuil, les yeux fermés, avec une musique douce si vous le souhaitez. Ce n'est pas une obligation médicale contraignante. C'est un rendez-vous avec vous-même. Et ces rendez-vous quotidiens, ces petits moments de présence à soi, sont ce qui change, sur le long terme, la texture même de votre relation à l'anxiété. Pourquoi est-ce que ceux qui font le plus d'efforts pour tenir tombent souvent les premiers? Parce qu'ils n'ont jamais appris à se poser, parce que personne ne leur a dit que se poser n'est pas de la paresse. C'est de la survie. Puis, continuons. Parce qu'il y a encore quelque chose d'essentiel à aborder. Quelque chose qui concerne directement la qualité de vos relations, la présence que vous offrez à ceux que vous aimez. Quand on souffre d'anxiété chronique, on développe souvent ce que les thérapeutes cognitifs appellent une attention sélective. Le cerveau, en état d'alerte permanent, scanne l'environnement à la recherche de menaces. Il remarque en priorité ce qui pourrait mal aller. Il amplifie les signaux négatifs. Il minimise ou ignore les signaux positifs. C'est une adaptation ancienne, utile dans un environnement de danger physique réel, comme celui de nos ancêtres. Mais dans la vie moderne, cette attention sélective devient un filtre qui déforme la réalité. Elle fait que vous remarquez le soupir de votre conjoint, mais pas son sourire. Elle fait que vous retenez la remarque maladroite de votre enfant, mais pas ses petits gestes de tendresse. Elle fait que vous voyez ce qui ne va pas dans votre vie, mais pas ce qui tient, ce qui est beau, ce qui mérite d'être vu. Et progressivement, cette distorsion du regard appauvrit l'expérience de vos relations. Pas parce que vos relations sont pauvres, mais parce que vous ne pouvez plus les voir pleinement. La pratique que propose Christophe André pour contrebalancer cette attention sélective, c'est ce qu'il appelle la cultivation délibérée des moments positifs. Ce n'est pas de l'optimisme forcé. Ce n'est pas se raconter que tout va bien quand ça ne va pas. C'est une pratique neurologique précise. Voici comment elle fonctionne. Chaque soir, avant de vous endormir, identifiez 3 moments de votre journée qui ont eu quelque chose de bon. Pas forcément de grand, pas forcément d'exceptionnel. Juste quelque chose de réel. La lumière sur votre table, le goût de votre café du matin, un moment de silence agréable, un échange doux avec quelqu'un, une fleur que vous avez remarquée. Et pour chacun de ces 3 moments, prenez 20 à 30 secondes pour le revivre mentalement. Ressentez-le, laissez-le occuper votre conscience, laissez-le s'imprimer. Les recherches en neurosciences affectives, notamment les travaux de Rick Hanson, montrent que le cerveau a un biais de négativité naturelle.
les expériences négatives s'imprimant plus rapidement et plus durablement que les expériences positives. Mais ce biais peut être compensé. En prenant délibérément le temps de savourer les moments positifs, de les maintenir dans la conscience suffisamment longtemps, on crée de nouvelles connexions neuronales. On recalibre progressivement le regard. Loves? Ce n'est pas une question de volonté ou d'illusion, c'est de la plasticité neuronale. Le cerveau change avec ce qu'on lui donne à traiter. Et si on lui donne, chaque soir, 3 moments de douceur à revivre, il apprend, peu à peu, à les chercher, à les remarquer, à les valoriser. Et ce changement de regard transforme les relations. Parce que les personnes qui vous entourent commencent à exister différemment dans votre conscience. Elles ne sont plus seulement des sources potentielles de problèmes ou d'inquiétudes. Elles redeviennent des présences vivantes, imparfaites et précieuses. Fijate bien, il y a quelque chose d'encore plus profond ici. Et c'est peut-être la vérité la plus importante de tout ce que nous allons aborder ensemble aujourd'hui. L'anxiété chronique, dans sa forme la plus subtile et la plus douloureuse, est une façon de fuir le présent. Une façon de ne pas habiter sa propre vie. Et paradoxalement, c'est souvent parce que le présent est trop douloureux, trop incertain, trop chargé, qu'on préfère se réfugier dans les projections vers l'avenir ou les ruminations du passé. L'anxiété devient alors une forme de contrôle illusoire. Si je pense à tout ce qui peut mal tourner, peut-être que je peux l'empêcher. Si je revois encore et encore ce qui s'est mal passé, peut-être que je peux comprendre et me protéger. Mais le futur n'est pas contrôlable par l'inquiétude et le passé ne se change pas par la rumination. Ces voyages mentaux ne protègent pas. Ils épuisent et ils volent le seul moment où la vie est vraiment accessible, maintenant. Voici ce que Christophe André dit souvent dans ses conférences et dans ses livres. Il dit « Nous sommes des êtres temporels qui vivons dans un corps spatial. Et notre corps est toujours dans le présent. Nos mains sont dans le présent. Notre cœur bat dans le présent. Mais notre esprit, lui, voyage constamment. Vers le passé, vers le futur, vers des réalités qui n'existent que dans nos représentations mentales. Et apprendre la pleine conscience, c'est apprendre à ramener l'esprit là où le corps est. Pas pour toujours, pas en permanence, mais régulièrement, avec douceur, avec patience. Et chaque fois qu'on réussit à faire ça, même une seconde, même un instant, quelque chose se dépose. Un peu de calme, un peu de réalité, un peu de vie vraie. Bueno, voici maintenant une pratique que vous pouvez commencer à faire dès demain matin et qui peut transformer la qualité de votre présence dans les premières heures de la journée. Avant de regarder votre téléphone, avant d'allumer la radio ou la télévision, avant même de vous lever, prenez 2 minutes. 2 minutes seulement. Restez dans votre lit, les yeux ouverts ou fermés, et posez votre attention sur votre souffle. Pas pour le modifier, pas pour le contrôler, juste pour le sentir. Le mouvement de votre poitrine ou de votre ventre, l'air qui entre, l'air qui sort. Et si une pensée arrive, et elle arrivera, contentez-vous de la remarquer. Ah, une pensée, et revenez doucement au souffle. 2 minutes. C'est accessible à tout le monde. Et ces 2 minutes, pratiquées chaque matin, font quelque chose de discret mais de profond. Elles créent ce que les neuroscientifiques appellent un état de préparation attentionnelle. Un moment de présence délibérée qui teinte la tonalité neurologique de toute la matinée qui suit. Vous ne passerez pas d'un état anxieux à un état zen en 2 minutes. Ce n'est pas le but. Le but est de créer une intention, un ancrage, une façon de dire à votre cerveau. Aujourd'hui, on commence ici, dans ce moment, dans ce corps, dans ce souffle. Et progressivement, sur des semaines de pratique régulières, cette intention matinale devient une habitude neuronale. Et les habitudes neuronales changent la vie. Mira. Parlons maintenant de quelque chose que beaucoup de personnes vivent, mais n'osent pas toujours nommer. Le sentiment d'être fatigué, l'épuisement de son propre épuisement. Cette situation particulière où non seulement on est épuisé, mais on est en plus épuisé de ne pas aller mieux, épuisé de devoir gérer ça,
épuisée de ne pas être celle qu'on voudrait être pour les autres. C'est un niveau de souffrance que les personnes qui ne l'ont pas vécu ont du mal à comprendre. Et c'est souvent à ce stade que la dépression commence à s'installer, pas brutalement, progressivement. Un retrait progressif des activités qui plaisaient avant, une perte d'intérêt pour les choses qu'on aimait, une sensation de vide ou d'indifférence là où il y avait de la joie. Et une fatigue profonde, pas celle qui se règle, avec une bonne nuit de sommeil, mais une fatigue de l'âme. Si vous vous reconnaissez dans cette description, il faut le dire clairement. Ce n'est pas une faiblesse. Ce n'est pas un manque de caractère. C'est une condition médicale qui mérite une attention et un soin professionnel. Et l'une des choses les plus importantes que vous puissiez faire, si vous en êtes là, c'est d'en parler à votre médecin, à un professionnel de santé mentale. Parce que ce que vous portez est trop lourd pour être porté seul, et en même temps, les pratiques que nous évoquons ici ne sont pas incompatibles avec un suivi médical. Elles sont complémentaires. Elles sont des outils qui peuvent soutenir et renforcer tout ce qu'un professionnel peut vous apporter. MESIG, ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est les deux ensemble. La sagesse clinique et la pratique quotidienne. Le soin professionnel et le soin de soi. Il y a une chose que Christophe André répète souvent et qui mérite d'être entendue avec toute sa profondeur. Il dit « La méditation ne guérit pas tout, mais elle change le rapport à tout. Et changer le rapport à la souffrance, c'est déjà changer quelque chose d'essentiel. Voilà ce que ça veut dire concrètement. Vous souffrez d'anxiété. La méditation de pleine conscience ne va peut-être pas faire disparaître toutes les sources de votre anxiété. Votre santé, vos finances, vos inquiétudes pour vos proches, ces réalités ne s'évaporent pas parce que vous méditez. Mais votre rapport à ces réalités peut changer. La distance entre vous et vos pensées peut s'élargir. L'espace entre le stimulus et la réaction peut grandir. Et dans cet espace, quelque chose de fondamental devient possible. Le choix. Le choix de comment répondre plutôt que de réagir automatiquement. Le choix de ce à quoi vous allez accorder votre attention. Le choix de la qualité de présence que vous offrez à votre vie et à ceux qui la partagent. Et ce choix, aussi modeste qu'il paraisse, est une forme de liberté. Une liberté que l'anxiété chronique avait confisquée et qui peut être recouvrée. Pourquoi est-ce que ceux qui font le plus d'efforts pour tenir tombent souvent les premiers? Parce que tenir n'est pas la même chose que vivre. Et parce que vivre, vraiment vivre, demande de lâcher quelque chose. De lâcher le contrôle illusoire, de lâcher la lutte permanente. De faire confiance, non pas à un avenir incertain, mais à la capacité du moment présent à suffire. Voyons maintenant quelques outils supplémentaires, pratiques et concrets, que vous pouvez intégrer dans votre quotidien. Le premier s'appelle la pause de 3 minutes. C'est une pratique issue directement du protocole MBCT, la thérapie cognitive basée sur la pleine conscience, qui a été validée dans de nombreuses études cliniques pour la prévention des rechutes dépressives et la réduction de l'anxiété. Et sa force est précisément dans sa brièveté. Voici comment faire. 3 fois par jour, à des moments que vous choisissez, vous vous arrêtez. 1 minute, 2 minutes, 3 minutes au maximum. Et vous traversez 3 étapes. Première étape, vous vous demandez ce qui se passe en ce moment. Qu'est-ce que je pense? Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que je perçois dans mon corps? Vous observez sans juger. Vous nommez « Ah, je suis tendu ». « Ah, j'ai une pensée d'inquiétude ». « Ah, j'ai les épaules serrées ». Deuxième étape, vous ramenez toute votre attention sur votre souffle. Juste le souffle, pendant 1 minute. Comme un ancrage, comme un retour au corps. Troisième étape, vous élargissez l'attention. Vous laissez entrer les sensations du corps entier, les sons autour de vous, la lumière, l'espace. Vous revenez dans le monde, mais depuis une place différente. Depuis une place de présence consciente plutôt que de pilote automatique anxieux. 3 minutes. 3 fois par jour. C'est 9 minutes par jour. Et ces 9 minutes, pratiquées régulièrement, créent des interruptions dans le flux automatique de l'anxiété. Elles rappellent au système nerveux qu'il peut sortir de l'état d'alerte. Et progressivement,
Ces interruptions deviennent plus naturelles, plus accessibles, jusqu'à devenir une façon d'être. Fijate bien, il y a un autre outil que Christophe André utilise souvent en thérapie de groupe et qui s'appelle la lettre à soi-même bienveillante. Et je veux en parler parce qu'il touche quelque chose de profond dans la relation que les personnes anxieuses entretiennent avec elles-mêmes. Voici le constat. La plupart des personnes qui souffrent d'anxiété chronique se parlent à elles-mêmes d'une façon qu'elles n'utiliseraient jamais avec quelqu'un qu'elles aiment. Elles se disent « Tu es ridicule d'avoir peur. Arrête de te plaindre, tu devrais aller mieux. Les autres n'ont pas ces problèmes. Tu es un fardeau, ces pensées ne sont pas conscientes. Elles surgissent automatiquement, mais elles font des dégâts réels. Elles aggravent la honte. Elles renforcent l'isolement et elles rendent la guérison plus difficile. Alors, l'exercice est le suivant. Prenez une feuille de papier ou votre journal si vous en avez un et écrivez une lettre. Pas à quelqu'un d'autre, à vous-même, à la partie de vous qui souffre. Écrivez-lui comme vous écririez à une amie proche, à votre fille, à votre sœur, si elle vous disait ce que vous vivez. Avec douceur, avec compréhension, avec reconnaissance de ce qu'elle traverse. Qu'est-ce que vous lui diriez? Probablement, je comprends que tu souffres. Ce que tu portes est difficile. Ce n'est pas ta faute. Tu fais de ton mieux. Et tu mérites du soin et de la douceur, pas de la dureté. Écrivez ça. Pour vous, et lisez-le. Peut-être plusieurs fois, parce que les mots bienveillants adressés à soi-même activent les mêmes circuits neurologiques que les mots bienveillants reçus d'autrui. Le cerveau ne fait pas complètement la différence, et cette autocompassion, ce n'est pas de la faiblesse, c'est un acte de soin profond et courageux. Bueno. Parlons maintenant du sommeil parce que c'est souvent là que l'anxiété est la plus féroce. Dans ce territoire fragile, entre l'éveil et le sommeil, quand les défenses sont basses et que les pensées prennent toute la place. Le cerveau anxieux la nuit, c'est un cerveau qui se retrouve sans les distractions de la journée. Et sans distraction, les pensées automatiques prennent toute la place. Les soucis s'amplifient. Les scénarios catastrophes se déploient et plus on essaye de dormir, plus on reste éveillé. Il y a quelques pratiques simples qui peuvent transformer significativement la qualité du sommeil pour les personnes anxieuses. La première est ce qu'on appelle le journal du soir. Pas un journal intime au sens traditionnel, mais un espace de décharge. 30 minutes avant de vous coucher, prenez quelques minutes pour écrire tout ce qui tourne dans votre tête. Les inquiétudes, les tâches à faire, les pensées qui refusent de partir. L'acte d'écriture externalise ces pensées. Il les fait passer de l'intérieur à l'extérieur, et le cerveau, une fois qu'il a vu ses préoccupations écrites et notées, peut se permettre de les lâcher plus facilement. Parce qu'il sait qu'elles ne seront pas perdues. Elles sont là, sur le papier. La deuxième pratique pour le sommeil est la visualisation apaisante. Une fois allongé, fermez les yeux et imaginez un lieu que vous associez à la sécurité et au calme. Peut-être un endroit de votre enfance, peut-être un jardin, peut-être une pièce que vous avez aimée. Et décrivez-le mentalement avec le maximum de détails sensoriels. Les couleurs, les sons, les odeurs, la lumière, la température. Ce n'est pas de la naïveté. C'est une activation délibérée du cortex sensoriel qui, comme nous l'avons vu, réduit l'activité de l'amygdale et prépare le système nerveux au repos. L'OVS, le sommeil n'est pas quelque chose qu'on peut forcer. Mais on peut créer les conditions qui l'invitent, et créer ces conditions, c'est un acte de soin envers soi-même. Mira, revenons un instant à la question qui a ouvert ce voyage ensemble. Pourquoi est-ce que ceux qui font le plus d'efforts pour tenir tombent souvent les premiers? Maintenant, vous avez une réponse plus complète. Parce que tenir, dans le sens de résister, de serrer les dents, de ne jamais se poser, de toujours faire face sans jamais se retourner vers soi, c'est une stratégie qui ignore les besoins fondamentaux du système nerveux humain. C'est une stratégie qui confond la force avec l'invulnérabilité et qui oublie que la vraie force, celle qui dure, celle qui permet d'être là,
pour les autres sur le long terme. Cette force-là se construit dans la douceur, dans la présence, dans la pratique régulière de petits gestes, de soins envers soi-même. Ce n'est pas égoïste, c'est la condition de tout le reste. Une grand-mère qui avait participé à un groupe de thérapie cognitive a dit à la thérapeute lors de la dernière séance : « Je croyais que m'occuper de moi, c'était voler du temps à ma famille. Maintenant, je sais que c'était leur voler la meilleure partie de moi. » Voilà, c'est peut-être la phrase la plus importante de tout ce que nous avons partagé aujourd'hui. Parce que la présence que vous offrez à ceux que vous aimez, la qualité de votre attention, la capacité à être vraiment là quand votre petit enfant vous tend un dessin, quand votre conjoint vous parle, quand votre fille a besoin de vous, cette présence ne vient pas de la résistance. Elle vient du soin, elle vient de la pratique, elle vient de tous ces petits gestes quotidiens qui, mis ensemble, créent un être humain qui habite sa vie au lieu de la traverser en pilote automatique. Tien Sentido, vous soignez l'anxiété pour vous, et ce faisant, vous soignez aussi tous ceux qui ont besoin de vous. Voici, pour finir, une synthèse de ce que vous pouvez commencer dès maintenant. Pas tout en même temps, pas avec la pression d'être parfaite, mais un geste à la fois, un matin à la fois. Le matin, avant de vous lever, 2 minutes de présence au souffle, pas pour vider l'esprit. Juste pour commencer la journée ici, dans ce corps, dans ce moment. Au cours de la journée, 3 pauses de 3 minutes. Observer, ancrer, élargir. 3 fois 9 minutes, c'est accessible. Le soir, 3 moments positifs de la journée. Pas des grandes joies forcées, juste 3 petites choses réelles qui ont eu quelque chose de bon. Et les revivre pendant 20 secondes chacune. Avant de dormir, le journal de décharge. Et si les pensées reviennent dans le lit, la visualisation apaisante, le retour à un lieu intérieur de sécurité. Et tout au long de la journée, cette pratique de fond qui change tout. Chaque fois que l'anxiété monte, remarquer la pensée sans s'y identifier, la voir passer, ne pas monter dans la voiture. Et régulièrement, l'exercice de la respiration cohérente, 5 secondes à l'inspiration, 5 secondes à l'expiration pendant 10 minutes, pour recalibrer le système nerveux, pour dire au corps, tu peux te calmer. Tu es en sécurité. Ces pratiques ne demandent pas de croire en quelque chose. Elles ne demandent pas d'être convaincu à l'avance. Elles demandent juste d'essayer, régulièrement, avec patience, et avec la conviction douce que le cerveau change avec ce qu'on lui donne. Que la plasticité neuronale est réelle, que vous n'êtes pas condamné à souffrir comme vous souffrez peut-être en ce moment. Puis, il y a une dernière chose à dire, et c'est peut-être la plus importante de toutes. Vous n'êtes pas seul dans ce que vous vivez, pas du tout. Des millions de personnes, en France, en Europe, dans le monde, traversent exactement ce que vous traversez. Des personnes de votre âge, de votre génération, qui ont grandi dans une culture où on ne parlait pas de ces choses, où on tenait, où on ne se plaignait pas, où demander de l'aide était perçu comme une faiblesse. Cette culture leur a appris beaucoup de choses précieuses, mais elle leur a aussi appris à se taire sur leur souffrance intérieure, et ce silence a un coût. Christophe André dit quelque chose de beau à ce sujet. Il dit que la souffrance humaine est universelle, que souffrir n'est pas un signe d'échec, c'est un signe d'humanité, et que la façon dont on répond à sa souffrance, avec douceur ou avec dureté, avec soin ou avec répression, cette façon-là définit quelque chose d'essentiel dans la qualité de la vie qu'on mène. Vous méritez de vous soigner, vous méritez de la présence à vous-même et à ceux que vous aimez. Vous méritez des nuits un peu plus calmes, des journées un peu plus habitées, des moments avec votre famille où vous êtes vraiment là, pas seulement physiquement, mais pleinement, chaudement, entièrement là. Et tout ça commence avec quelque chose de très petit, une respiration consciente, un moment de présence délibérée, un regard posé sur votre tasse de café le matin, juste pour le plaisir de voir la vapeur qui monte. Ces petits gestes répétés deviennent une façon d'être, et cette façon d'être change tout, pas d'un coup, pas sans effort, mais vraiment, profondément, durablement.
La vie ne se vit pas dans les projections vers demain, ni dans les ruminations d'hier, elle se vit ici, maintenant, dans ce souffle, dans cette lumière, dans ce moment partagé avec quelqu'un qu'on aime. Et vous pouvez y revenir, toujours, autant de fois que nécessaire. C'est là que vous attendez, c'est là que la vie vous attend.